Merci. Quelques mots très rapidement pour rentrer dans le vif du sujet. D'abord, pourquoi avoir relancé la réflexion? Quelques remarques toutes personnelles. D'abord, bien évidemment, dans cette région métropolitaine qui est l'une des plus productives du monde, je rappelle que ça crache près de 700 milliards d'euros chaque année. Eh bien, les inégalités continuent de s'accroître de façon importante, comme le montrent les études, ou la récente étude menée par l'ami Guy Burgel sur la crise sanitaire et les inégalités, parce que des grands projets inutiles ou dangereux, ou les deux, continuent de voir le jour. C'était le cas avec Europa City, heureusement arrêté, mais c'est le cas avec la gare du Nord et le centre commercial, c'est le cas avec l'île Seguin, dont nous parlerons Simon et Bernard. Et en même temps, des projets très utiles mettent un temps incroyable à émerger. Je pense au tramway qui est enfin arrivé à Clichy-sous-Bois. C'est 21 ans entre l'annonce par le ministre et la réalisation effective presque une génération pour faire quelques kilomètres de tramway. Donc il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. On peut mettre à part, évidemment, et c'est tout à fait considérable, la réalisation du Grand Paris Express qui va bouleverser pour des millions d'habitants le rapport au travail, le rapport au lieu d'études, le rapport au marché du travail. On peut toujours s'interroger sur le fait que peut-être la version aérienne, comme l'avaient proposé les architectes urbanistes en 2008-2009, aurait été préférable du point de vue financier, du point de vue délai. Euh, et puis également, notre raison, c'est qu'affronter le changement global, qu'on verra dans la deuxième séquence, appelle des politiques publiques puissantes et pas seulement une addition de politiques communales. Il faut quand même passer obligatoirement à autre chose. Avec toujours cette difficulté dans cette région métropolitaine parisienne, une difficulté qu'a la classe politique grand parisienne à appréhender réellement ce qu'est la métropolisation, ce phénomène social, économique, urbain, qui est très lié à la globalisation. C'est quand même une approche qui continue de faire d'être un mystère pour une partie de la classe politique. Euh, et débat, de ce point de vue-là, débat qui est souvent dominé, pas souvent, qui est presque uniquement dominé par les débats institutionnels. Et on va en avoir de nouveau un exemple dans les semaines et les mois qui viennent, avec cette difficulté propre au cœur métropolitain, c'est le repli communal. On a vu qu'au moment des élections municipales, il y a la question métropolitaine. La question n'a été posée par aucun candidat dans aucune des communes d'Île-de-France, qui est quand même une grande curiosité. Alors, tout ça, c'est pas possible en fait. Il faut bien associer l'ensemble des citoyens, des habitants, à une réflexion autour de quelle société urbaine veut-on, vers où va-t-on, quelle est la vision politique qu'on peut avoir de l'avenir de cette métropole de 12 millions d'habitants qui est aussi étroitement connectée au monde entier de façon très puissante, que ce soit pour des échanges matériels ou des échanges immatériels, et qui est étroitement connecté au reste du territoire national. Donc, ce n'est pas possible d'en rester là. Il faut bien ouvrir un débat politique de fond. Alors, ce débat, pour le moment, franchement, il n'a pas eu vraiment lieu. Il y a eu les travaux des amis Roland Castro et Michel Cantal-Dupart dans les années 80. Il y a la consultation internationale du Grand Paris 2008-2009 poursuivie par l'AIGP, l'Atelier international du Grand Paris. Il y a les travaux de la conférence métropolitaine et de Paris Métropole dans les années 2000, tout début des années 2010. Mais depuis, sur le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, franchement, de mon point de vue, pas grand-chose du point de vue de cette réflexion politique. Et même plus grave, c'est que les énormes travaux qui ont été produits, notamment par la consultation internationale, sur le fond, ne sont pas utilisés, ne sont pas mis en valeur, ne sont pas repris. Donc il y a une perte et une forme de gâchis intellectuel et politique tout à fait importante depuis les 10 dernières années au moins. Donc l'idée, c'est de
essayer de rattraper ce temps perdu, de passer d'avoir la prétention, comment dire, le défi d'essayer de poser avec ces conférences, qui sera l'une des premières, poser les petits cailloux blancs pour essayer de faire émerger une réflexion politique plus puissante et qui permette de débaucher les traits de ce que pourrait être un gouvernement métropolitain efficace et des politiques publiques efficaces dans ce domaine. Je rappellerai juste deux images peut-être que vont projeter Flora et Elodie. Le retard qui a été pris, c'est un rapport d'Antoine Frémont de 2000 sur une organisation métropolitaine pour le Grand Bassin parisien. C'est 2000 sujets et propositions complètement ignorées. Où est passé le Grand Bassin parisien aujourd'hui dans les réflexions? Il a complètement disparu. Et puis un autre effort qui avait été produit par la DATAR, enfin la DIACT, dans les années, je ne me rappelle plus la date exacte, dans les années 2000, s'appelle Territoire 2040, qui met en évidence la place de Paris dans le système mondial et le rapport de Paris avec le reste du territoire national. Donc, les élections régionales, parce qu'elles permettent l'ouverture d'un débat intéressant autour des projets, des politiques publiques, de la réalité métropolitaine, nous a semblé une très bonne occasion pour relancer ce débat et pour essayer de bousculer un tout petit peu les choses. Certes, tout n'est pas aussi noir que je décris. La création de la métropole du Grand Paris, de la MGP, a été un pas en avant, mais qui reste très loin des nécessités et qui reste complètement au milieu du gué. Donc, merci à toutes et tous de participer, que vous soyez parisiens ou marseillais, puisqu'il y a des amis marseillais qui sont avec nous, qui s'intéressent à cette question, puisqu'évidemment, la question métropolitaine parisienne n'est pas un sujet parisien ou grand parisien, c'est un sujet national. Merci à tous de votre participation, de votre contribution. Pour cette première séquence, on va suivre Simon Ronet et Bernard Landau, Fil de l'eau et les trois grands projets de bord de Seine qui ont marqué l'évolution du paysage, de son paysage au cours des 30 dernières années. Alors, Simon et Bernard, voilà, on va apparaître. Ouais. Bernard à la caméra. Je vous invite à allumer votre micro, Simon et Bernard. Est-ce que... Parfait. Bonjour à vous. Alors, Simon Ronet, vous êtes urbaniste et géographe. Vous avez dirigé le bureau d'études urbaines Orgeco. Vous avez été membre du conseil scientifique de l'Atelier international du Grand Paris. Bernard Landau, vous êtes architecte et urbaniste. Vous êtes architecte voyer honoraire de la ville de Paris et aujourd'hui président de l'association La Seine n'est pas à vendre. Je vous laisse la parole. Vous avez 25 minutes. Peut-être juste une petite réflexion parce que vos visages sont coupés, Bernard. Comme peut-être que si on a... Vous pouvez... En baissant un petit peu votre volet de votre écran. Voilà, on vous voit beaucoup mieux comme ça. Parfait. Mais non, on ne se voit pas. Hein. Donc, peu importe. Enfin, moi, je vois rien. Donc, vous ne voyez pas. Donc, comme la question de la gouvernance sera traitée tout le long de la matinée, et comme on sait par ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui que la question de la gouvernance n'est plus le sujet et qu'il faut faire la métropole uniquement par les projets, on s'est dit qu'on allait partir de l'analyse de 3 grands projets et remonter la filière pour montrer que faute de gouvernance, ces projets échouent ou sont mal gérés, mal administrés. Donc on a pris 3 grands projets qui ont comme point commun d'être le long de la Seine, d'être de notre point de vue tous d'intérêt métropolitain et qui ont subi ou qui ont connu des histoires très différentes, notamment faute de gouvernance métropolitaine. Donc ces trois territoires sont la confluence à Ivry, le Trapèze et l'île Seguin à Boulogne et le quartier des Docks à Saint-Ouen. Donc moi je vais dire quelques mots de la confluence à Ivry.
Bernard va parler de l'île Seguin. Ensuite, on parlera de Saint-Ouen et on fera une petite conclusion sur la thématique pourquoi l'absence de métropole ou l'absence de gouvernance métropolitaine impacte les projets. Donc, d'abord, la confluence à Évry. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce territoire, c'est donc 145 hectares aux portes de Paris. C'est très typiquement ce qu'on appelle un territoire servant, puisque sur ce territoire, qui est en bord de Seine, il y a l'usine des eaux, l'usine du CPU de Paris, il y avait les dépôts du BHV, il y a toutes sortes d'emprises industrielles qui ont servi pendant des décennies au fonctionnement de toute la métropole. En 1990, dans le cadre du Livre blanc, l'État avait défini 3 territoires prioritaires en région parisienne, dont Seine-Amont. Ça a immédiatement suscité l'opposition frontale de tous les élus de Seine-Amont, et notamment des 4 maires les plus directement concernés, Ivry, Vitry, Choisy et Orly. Donc, simplement, c'est pour dire que dès le départ, sur ce projet-là, ce qui n'est pas le cas partout, il y a eu l'opposition frontale entre l'État et les élus locaux. Et s'agissant de Seine-Amont, des élus qui jusqu'il y a très peu ont été absolument incapables de s'entendre sur un quelconque projet intercommunal. Donc je dis ça rapidement pour expliquer l'absence du territoire de la confluence sur la Seine métropolitaine. Alors que la conférence métropolitaine et dans toutes sortes d'instances, toutes sortes de territoires étaient très présents, je pense notamment à Plaine Commune, Ivry et la confluence n'ont jamais été, disons, sous la lumière métropolitaine. J'en veux pour preuve aussi que quand l'État et le département du Val-de-Marne ont créé les Porsa, la confluence ne faisait pas partie des 10 projets prioritaires de les Porsa. Donc, ce territoire qui, objectivement parlant, par sa localisation à la confluence entre la Seine et la Marne, au milieu de la zone dense, sur des terrains pollués inondables, aurait pu et aurait dû être, disons, répertorié comme un territoire prioritaire et, pour ce qui nous concerne, devant en partie accueillir un très grand espace vert, un très grand espace ouvert à la dimension de la confluence et aussi pour irriguer un territoire populaire qui en a besoin. Rien de tout ça s'est passé. Ce projet, donc, qui avait déjà été pointé par l'État en 1990, en fait, n'a démarré qu'une vingtaine d'années après. Et curieusement, porté par la ville d'Ivry et la SADEV. Donc, on comprend qu'un projet d'1 300 000 m² à l'origine, 650 000 m² de bureaux, 650 000 m² de logements, ne peut pas être porté seul par une commune d'Ivry de 60 000 habitants. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça s'est passé comme ça du fait des élus d'Ivry ou du fait de l'absence de gouvernance et du fait que ni la région ni l'État n'ont accompagné ce projet? Résultat, aujourd'hui, ce projet est en grande difficulté. D'une part, parce qu'évidemment, le marché immobilier s'étant retourné, les bureaux ne se font pas ou pas autant qu'on le voudrait. Et donc, on fait des logements, ce qui est très bien, mais qui déséquilibre le bilan et qui amène à faire un projet que certains qualifient de dense, et en tout cas un projet dans lequel le grand espace ouvert, le grand espace vert, l'accès aux berges de la Seine reste insuffisant en dépit des inflexions que la ville a portées dans les derniers mois. Donc il y a bien un sujet, comment un territoire qui aurait dû, qui aurait pu être porté dès le départ par l'ensemble de l'agglomération, au bénéfice bien sûr des habitants d'Ivry, mais pas seulement, en fait s'est retrouvé presque marginalisé parmi la masse de projets. L'IAU a recensé il y a 15 jours 1750 projets d'aménagement en région parisienne. On voit bien que ça montre qu'il y a une concurrence farouche entre les territoires et que personne n'arbitre en dehors du marché. Donc la question se pose. Et pour revenir à Confluence, aujourd'hui, donc la ville et la SADEV
sont, disons, coincés, il y a la nécessité de répondre à l'équilibre du bilan. Or, ce projet est extrêmement coûteux. La SADEV estime qu'entre 10 et 15% du coût sont liés à la dépollution des terrains. Or, ce coût de dépollution aurait dû être pris en charge par l'ensemble de la métropole. Ces territoires ont servi à tout le monde. Il n'y a aucune espèce de raison qu'il ne soit supporté aujourd'hui que par le bilan d'opération de la ZAC de la Confluence. De même, la question des logements. La ville, à juste titre, veut, aux portes de Paris, réaliser des logements accessibles. Le maire réaffirme que ces logements, notamment une proportion importante de logements sociaux. Donc, ça pose évidemment la question de l'équilibre financier. Or, la ville d'Ivry et la SADEV ne peuvent pas être dans la nasse de devoir densifier, faire des logements pour riches pour équilibrer le bilan. Donc, on est bien là, on voit bien les limites d'un projet d'envergure qui est objectivement d'envergure métropolitaine et qui, en fait, n'est porté que par des collectivités locales, à la fois parce qu'il faut le dire, ces mairies communistes, en tout cas celles-là, étaient réticentes à toute entrée dans le débat métropolitain, mais aussi parce que la métropole, de son côté, a montré son égoïsme à l'égard de ce territoire. Donc, puisque des engagements, notamment l'arrivée de la ligne de métro numéro 10, n'ont pas été tenus, et bien d'autres. Et donc, la difficulté aujourd'hui, à nos yeux, souligne bien la difficulté ou l'impossibilité de porter des projets de cette ampleur s'il n'y a pas une solidarité métropolitaine. Solidarité sous l'angle financier, sous l'angle technique et de maîtrise d'ouvrage, solidarité aussi dans le portage et la mise en lumière de ce territoire. Mais ce qui voudrait dire que l'autorité métropolitaine aurait aussi une capacité d'arbitrer et de faire le tri entre tous ces projets. Or, aujourd'hui, seul le marché fait le tri entre la concurrence, entre une multitude de projets. Donc, vous voyez, mon discours se veut balancer entre les responsabilités ou la lacune métropolitaine et aussi les responsabilités et la vision locale qui, il faut le dire, dans ce cas-là, s'est écartée de toute vision métropolitaine, à la différence de Plaine Commune et du 4 Saint-Ouen qu'on abordera tout à l'heure. Donc là, je vais donner la parole à Bernard pour vous parler de l'île Seguin et du Trapèze, où là, on est dans une situation complètement différente. On est là dans le jeu politique interne aux Hauts-de-Seine, donc qui concerne, et comme un projet d'envergure métropolitaine, là aussi, l'île Seguin a fini par être l'otage de querelles politiques internes aux Hauts-de-Seine et à la ville de Boulogne. Oui, bonjour. Alors, vous avez dû voir dans la presse que l'île Seguin, la fin de l'aménagement de l'île Seguin, notamment avec un article de Sybille Vincendon, revient dans l'actualité à l'occasion d'un dépôt de permis de construire sur la dernière partie à construire de l'île Seguin qui porte sur 130 000 m² de bureaux. Bon. Alors, l'île Seguin est intéressante, si vous voulez, par rapport au sujet dont nous parlons ce matin, parce que c'est une question emblématique, à la fois parce que, vous le savez, et on est en train de travailler avec Subilo, avec les acteurs qui étaient présents sur ce dossier à la fin des années 80, au début des années 90, et on va faire un gros travail pour raconter l'histoire de cet aménagement, de l'évolution des terrains de Renault, et notamment le fait que, alors qu'il y avait une portée dans les années 90 et 80, on va dire, d'un intérêt national, notamment avec Rocard, comment avec Balladur, c'est l'intérêt d'un portage d'un intérêt métropolitain sur le départ des usines Renault de cette partie de l'Ouest parisien, qui s'étendait sur Meudon, sur l'île Seguin et sur, à l'époque, 43 hectares sur le Trapèze, est devenu un projet local.
Bon, je vais pas décrire les péripéties et la saga de tous les projets qui se sont succédés, dont notamment les 3 tours de nouvelles qui ont été un peu l'apothéose, à mon avis, d'un délire urbain. On est en train d'en écrire l'histoire. Hein, on produira quelque chose d'assez complet sur la question. Mais pourquoi aujourd'hui un réveil sur la question simplement de l'île Séguin, si vous voulez? Alors, 2 mots quand même sur l'évolution du portage du projet, si vous voulez. Lorsqu'il a fallu discuter dans le cadre de la métropole de quels étaient les projets d'intérêt métropolitain, il y en a très peu qui ont été retenus. L'île Séguin n'a pas été retenue, mais il y a 3 ans, il a été décidé, si vous voulez, que la SPL passait à l'EPT. Bon, elle est passée à l'EPT, mais en fait, avec un financement qui reste encore pour l'essentiel porté par le territoire de Boulogne. Et autant on va dire que sur le trapèze, le projet avance. Ça ne sera pas mon propos aujourd'hui. On peut émettre des critiques, notamment sur une hyperdensification et encore là, un bourrage de bureaux. Hein. Je vois que sur l'îlot D5, c'est-à-dire la fin du grand terrain qui borde le jardin qui est dessiné par l'agence Terre, on nous remet 3 tours dont 40 000 m² de bureaux, et que sur l'ancien bâtiment de Vasconi qui est reconfiguré au pied de la tour de Nouvelle, on nous remet aussi 40 000 m² de bureaux. Bon. L'île Séguin, si vous voulez, après avoir été portée par un discours depuis le début comme étant l'île de l'innovation, de la création, du dynamisme et la vitrine notamment de l'innovation artistique et de la culture de l'Ouest parisien. En tout cas, c'est le discours officiel. C'est la vallée de la culture. C'est la vallée de la culture, même tel que c'est présenté à la fois par le département et par GPSO, se termine, si vous voulez, par 3 enquêtes publiques qui ont eu lieu cet été, une au titre de la loi sur l'eau sur les changements du plan d'aménagement global de la ZAC, et 2 autres sur deux gros projets, un sur l'îlot des 5 sur le trapèze et le deuxième sur le centre de l'île Séguin, donc lui qui comporte 130 000 m² de bureaux répartis en 2 grandes barres de bâtiments de 100 mètres de long, 3 fois 2 bâtiments de 100 mètres, c'est-à-dire quasiment la taille des îlots de Cerda, le long d'une rue de 15 mètres de large, posé c'est un peu comme si on posait un morceau de macrolo d'une ZAC au milieu de l'île. Or, on se retrouve ici à la fois dans un grand paysage, absolument magnifique d'ailleurs, puisqu'on est sur les coteaux de Seine, les coteaux de Meudon, de Sèvres, le parc de Saint-Cloud qui est au fond. On est sur une question environnementale et écologique qui surgit maintenant à peu près avec la prise en compte des fleuves dans le cadre de la vision écosystémique de l'aménagement du territoire. Ça, je ne développe pas, mais à mon avis, c'est quand même un élément nouveau extrêmement important sur lequel, en tout cas, notre association avait mené un certain nombre de victoires à Paris, notamment du point de vue des couloirs de ventilation, de la question du rafraîchissement du rôle des fleuves dans le rafraîchissement des villes dans les centres-villes. Là-dessus, il y a des législations très construites. Par exemple, en France, ce n'est pas encore présent dans le Code de l'environnement, alors que à peu près tout le monde travaille maintenant sur ces questions, dans les chartes, dans les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, et sur cette espèce de contradiction, alors que Boulogne est une ville qui est surdensitaire en bureaux, si vous voulez, il y a plus de personnes qui viennent travailler à Boulogne que d'habitants dans Boulogne, on nous remet un programme de 130 000 m² de bureaux. Bon. Donc, et pourquoi ça se termine comme ça? Parce que ça n'est porté que par la ville de Boulogne, dans sa vision du développement local. Elle raconte d'ailleurs que les 20 associations qui se sont fédérées pour protester et maintenant vont engager des actions en justice et une campagne métropolitaine sur ce sujet. Je pense que ça va finir par arriver comme un jeu métropolitain. Ce sont une bande de bachibouzouk parce que ce qui est prévu plaît aux Boulonnais. Donc c'est une fin quasiment tragique, on peut dire, c'est une fin tragique d'un endroit qui a fait rêver à peu près tous les architectes, tous les urbanistes et tous les gens qui réfléchissent un peu à l'aménagement de la région parisienne dans son quartier symbolique.
Je termine juste sur le fait qu'est complètement nié l'histoire des rapports entre Renault et la ville de Boulogne, puisque Renault a fait en partie Boulogne, puisqu'ils ont travaillé et y ont été établies ces usines qui ont fait quelque part, y compris indirectement, on peut penser la force de gens comme Morizet, toute une période où ils ont été un peu à la pointe de la réflexion, entre autres sur le Grand Paris, si vous voulez. Et aujourd'hui, en libérant les terrains, c'est quand même 23 000 habitants de plus qui sont donnés à Boulogne par la présence de la libération des terrains de Renault. Et les élus locaux n'ont de cesse que de vouloir effacer ce qui est leur propre identité. Donc voilà, par plusieurs entrées, si vous voulez, un cas qui nous semble extrêmement symbolique et très fort du manque d'une vision d'intérêt, on va dire, régional ou d'intérêt métropolitain et les errements auxquels conduisent des politiques menées simplement du point de vue d'intérêts locaux. D'ailleurs, en discutant, et je terminerai par là, y compris avec certains élus, notamment de la République En Marche, si vous voulez, eux-mêmes se posent la question de, alors que avec la crise de l'immobilier tertiaire qui frappe d'ailleurs plusieurs sites, dont une partie de Tour de la Défense, quel est le bien fondé à vouloir continuer de faire autant de bureaux, qui plus est sur une île. Voilà. Donc, vous voyez, là, je prends le relais sur Saint-Ouen. Vous m'entendez? Oui. Donc, le parc des Docks à Saint-Ouen, ça serait presque, on pourrait à certains égards, le contre-exemple des deux premiers. Puisque là, comme à Ivry, c'est un territoire anciennement et encore territoire servant, sur lequel il y a une usine du CPCU et du Sitcom. Et là, on a été en capacité de faire un parc de 12 hectares et demi et d'un nouveau quartier. Donc, il faut dire, c'est vrai que ce quartier-là a été construit 10 ou 15 ans après, donc les choses ont évolué. Mais moi, je fais l'hypothèse, pour avoir travaillé sur ce dossier, que la différence avec Ivry notamment, c'est que le dossier de Saint-Ouen a été dans la lumière métropolitaine dès le départ. D'abord, parce que l'ancienne maire de Saint-Ouen, Jacqueline Rouillon, faisait partie, disons, des pionniers de la construction métropolitaine et a toujours porté ses projets, disons, à une échelle intercommunale. Par ailleurs, Saint-Ouen avait aussi à bénéficier, disons, de la lumière, du relais et de la force de la présence métropolitaine de pleine commune en la personne de Patrick Braouzek. Donc déjà, par rapport au positionnement politique de Seine-Amont, rien à voir. Et par ailleurs, il faut le dire, ce dossier-là a bénéficié disons, du soutien de la ville de Paris au travers notamment de transactions foncières qui n'ont pas encore eu lieu avec la même échelle à Ivry. Et par ailleurs, ce dossier a aussi profité d'aides régionales et jusque dans la toute dernière période de l'implantation du conseil régional dans le quartier des Docks à Saint-Ouen. Donc, partant, disons, de contraintes techniques ou environnementales tout aussi complexes, on voit bien qu'à Saint-Ouen, on a été en capacité de faire un quartier dense, mais aussi un parc et toute une série d'équipements publics qui, eux, ont été d'entrée de jeu positionnés de manière, disons, intercommunale ou à une échelle métropolitaine. Et force est de constater que sur ce quartier-là, il y a eu un concours de circonstances qui est sans doute lié à, disons, l'alignement des planètes entre les différents élus qui ont eu à s'occuper de ce dossier, mais aussi, disons, une réussite qu'aujourd'hui, on peut voir, la réussite urbaine. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire, disons, de trois exemples qui montrent combien disons, des quartiers ou des territoires d'envergure ont été traités de manière différente et selon leur positionnement ou selon la manière dont ils ont été accompagnés, donne lieu aujourd'hui à des résultats urbains totalement contradictoires. Et en tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que l'absence d'une quelconque autorité régulatrice produit aujourd'hui des situations complètement baroques et disparates. Donc, à partir de la question, disons, de l'aménagement, on plaide
pour un encadrement nécessaire de l'urbanisme qui aille au-delà, qu'on le veuille ou non, de la stricte autorité communale. Donc on peut peut-être s'arrêter là pour engager la discussion. Je ne sais pas comment vous voyez la suite. Oui, tout à fait. Merci Bernard. Merci Simon. Vous vouliez rajouter quelque chose, non Bernard? Oui. Si vous voulez, je voulais rajouter quelque chose parce que il y a quelque chose de différent entre la pensée planificatrice à laquelle on se réfère des années, de la fin des années 1990 et les années 2020. Et c'est pour ça que la Seine et les mutations des questions urbaines en bord de Seine est un sujet très intéressant parce qu'il est au croisement de ce qu'on pourrait appeler quels sont les critères d'une transition écosystémique de nos territoires, parce qu'il y a la présence du fleuve, il y a la présence du réseau hydrologique qui renvoie au code de l'environnement, qui aujourd'hui est de rang nettement inférieur au code de l'urbanisme, et que, à l'inverse, si vous voulez, par rapport aux questions à la fois de biodiversité, de préservation de la biodiversité, par rapport aux questions face au changement climatique, des risques majeurs, sécheresse ou crue, et par rapport à ce qu'apportent les fleuves dans la lutte contre le réchauffement climatique, on est sur le croisement de la pensée, je dirais, environnementale et de la pensée aménagement du territoire au sens code de l'urbanisme. Ce que nous pensions, je dirais, à quelques-uns, en abordant cette question, par exemple en créant notre association, La Seine n'est pas à vendre, je suis extrêmement frappé de voir l'accélération avec laquelle, aujourd'hui, tout le monde s'en empare. Ne voit-il pas que les écologistes, la maire de Paris, reprend l'idée de donner un statut juridique au fleuve, que la droite va en faire un sujet régional, puisque je crois que Mme Pécresse demande une gouvernance métropolitaine d'Aropa et du fleuve, qu'à Paris, par exemple, à l'initiative des élus de droite, on demande une MIE sur la Seine qui va en écho avec une initiative qu'a pris une vieille association qui est réveillée, qui s'appelle La Seine en partage, qui vient de tenir hier ou avant-hier un colloque sur les enjeux de mutation de la Seine. Si vous voulez, ce débat, à mon avis, dans le débat régional, est très intéressant. Ce d'autant, et je terminerai par là, si vous voulez qu'un pays comme la France a un réseau hydrologique tout à fait exceptionnel, et que je pense que cette question, notamment sur le sujet qui nous intéresse de la gouvernance et des critères devant prévaloir à la gouvernance, amène une dimension, si vous voulez, à laquelle nous ne pensions pas assez auparavant. Merci. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions qui avaient été partagées sur le chat. N'hésitez pas à nous indiquer également si vous souhaitez prendre la parole directement et réagir. Du coup, nous partagerons votre micro et vous pourrez directement poser vos questions à Simon René et Bernard Landau. Une première question posée par Jacques Paquier. Donc la question, est-ce que le SCOT métropolitain pourrait être l'instrument de la gouvernance métropolitaine dont vous déplorez l'inexistence sur les 3 projets que vous avez décrits? De toute façon, le SCOT, il vient aujourd'hui. Là, on parle de projets qui sont déjà partis. Bon. Et par ailleurs, l'expérience de la MGP telle qu'elle est montre que, comme tout se négocie, tout se fait disons, au consensus, la métropole n'a pas l'autorité et n'a même pas été pensée pour arbitrer. Elle se contente de juxtaposer l'ensemble des projets existants en essayant de fâcher personne, mais d'ailleurs, le SCOT n'est toujours pas approuvé. Donc, dès que la métropole, quoi qu'on en pense par ailleurs, se mêle d'avoir un petit peu une autorité régulatrice ou de porter un jugement quelconque sur les projets, elle est immédiatement bloquée
par le pouvoir souverain des maires. Donc, on reste dans cette difficulté. Je rajoute, d'abord, la NGP avait la compétence GEMAPI, elle aurait pu un peu plus s'occuper de la Seine, elle s'en occupe un petit peu. Pour avoir regardé ce que produisaient les EPT sur la Seine, il n'y en a qu'un qui a eu un travail que je trouve d'ailleurs assez intéressant. Quand on regarde, c'est le stock de pleine commune. Tous les autres, il n'y a rien. C'est-à-dire la Seine est absente des radars. Il y a plusieurs questions et réactions. Je vous partage la question donc, de Marc Lémé. Donc, quid de l'absence des grands syndicats techniques franciliens dans le débat métropolitain? Alors ça, c'est la question qu'on pose depuis le début. On peut en avoir deux. Enfin, moi, l'interprétation que j'en fais, c'est que les syndicats techniques font leur boulot. Et heureusement, parce c'est quand même eux qui font fonctionner la métropole. Et la présence de ces syndicats, qui par ailleurs ont été harmonieusement redistribués sur le plan politique pour que chacun en ait quelques-uns, permettent le jeu politique complètement libéré des élus. C'est-à-dire que, quand même, il faut reconnaître que dans l'ensemble, ça marche. Et donc, le jeu politique est déployé sans contrainte. Il n'y a qu'un sujet de blocage et sur lequel, justement, il n'y a ni syndicat ni autorité, c'est la question du logement. Parce que les maires sont très jaloux des choix de logement et donc de peuplement qu'ils font pour leur commune. Et donc, plusieurs fois, le débat métropolitain, notamment dans le cadre de la conférence métropolitaine, a évoqué l'idée d'une autorité métropolitaine du logement. Évidemment, ce sujet a été récusé, et la preuve, c'est que le plan métropolitain de l'habitat est encore bloqué. C'est-à-dire que cette question du logement reste vraiment le nœud du nœud sur lequel les maires ne souhaitent pas une intervention extérieure. Pour le reste, on peut penser les uns et les autres ce qu'on veut des syndicats. Il avait été évoqué aussi l'idée que ces syndicats, peu ou prou, rentrent progressivement sous la coupe ou sous l'autorité métropolitaine. Donc il y a eu des réunions, des conférences informelles, mais pour le moment, il n'y a pas de lien fonctionnel ou d'autorité entre la métropole et les syndicats. Et s'agissant du syndicat le plus important, le syndicat des transports, Île-de-France Mobilité, on est dans la situation complètement baroque où ce syndicat-là est rattaché à la région. Donc le seul syndicat qui marche, qui a quand même des marges d'investissement massives et qui a un impact direct sur le fonctionnement quotidien de la métropole, n'est pas rattaché à la métropole. Quant aux autres syndicats qui ont été créés au fil de l'histoire, ils ont des périmètres différents les uns des autres, à la fois pour des raisons d'opportunité politique et pour des raisons objectives techniques, mais c'est vrai que le ménage n'a jamais été fait, la mise en perspective de ces syndicats par rapport aux politiques qu'ils mènent les uns et les autres n'a jamais été fait, et ils vivent chacun leur vie, et apparemment ça ne gêne personne que cette situation tout à fait unique soit prorogée. Merci Simon. Peut-être une dernière question parce que le temps file. Peut-être que, alors François Favard, vous souhaitiez réagir. Je ne sais pas si vous souhaitez porter votre remarque et prendre la parole sur ce point. Sinon, je me fais le relais de la question. François Favard s'interroge sur la question de la régulation et du partage des coûts, notamment dans les cas de pollution, des projets les plus importants à l'échelle métropolitaine. Est-ce qu'il ne conviendrait-il pas de distinguer un besoin de portage opérationnel à l'échelle intercommunale locale et un besoin de débat et de régulation à l'échelle intercommunale métropolitaine? Pardon. Oui, on ne peut qu'être d'accord. C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que pour le moment, la plupart des projets ont d'abord été portés de manière communale, maintenant quelquefois de manière intercommunale à l'échelle des EPT.
Pour un tout petit nombre d'entre eux, ils ont été qualifiés d'intérêt métropolitain, mais là aussi, il y a une situation tout à fait baroque. La MGP, le président Ollier a fait un appel à candidature. Ce n'est pas la métropole qui, après un débat politique, aurait dit voilà les projets qui, pour des raisons objectives, avec un certain nombre de critères, auraient été qualifiés d'intérêt métropolitain. Sont d'intérêt métropolitain les quartiers ou les ZAC que les élus ont transformés en métropole. Mais le problème, c'est pas seulement que ça parte d'en haut ou d'en bas, c'est qu'il n'y a pas eu de débat sur qu'est-ce qui, par son ampleur, par sa dimension, par son impact social, par son impact écologique, enfin, toute une batterie de critères justifierait d'être pris en charge tout ou partie par la métropole. Aujourd'hui, les choses ne fonctionnent pas comme ça. C'est une espèce d'appel à candidature, et la métropole telle qu'elle est, ayant de toute façon des ressources financières autonomes extrêmement limitées, le fait d'être baptisé d'intérêt métropolitain n'ajoute pas grand-chose au montage opérationnel. Donc, on voit bien qu'on est dans une impasse par rapport à toute la manière dont, disons, les projets sont aujourd'hui élaborés, constitués et présentés. Et ensuite, ils vivent leur vie en fonction des moyens que les collectivités locales peuvent apporter et en fonction des dynamiques de marché. Et donc, par rapport à une des questions majeures que Pierre a posées au débat, les déséquilibres territoriaux dans la métropole, le déséquilibre Est-Ouest, il n'est pas prêt de se résorber si on reste dans cette logique où seul le marché ou l'attractivité comparée des territoires fait la décision. Et aujourd'hui, on le constate, le projet de Confluence, s'il est en panne ou en grande difficulté, alors qu'il avait été présenté comme un des leviers du rééquilibrage Est-Ouest, dans les conditions actuelles, ça ne peut pas se faire. On vient de le dire, il y a pléthore de bureaux, la concurrence entre les projets de bureaux, et évidemment, ils font la queue les uns derrière les autres, et ce n'est pas forcément les territoires dans lesquels ce serait le plus utile qui vont l'emporter. Je peux rajouter une petite chose. Vas-y. Donc juste. Rapidement, Bernard. Oui, très rapidement, si vous voulez. Rappelons-nous que jusqu'aux années 2004-2005, il y avait des contrats de plan État-région qui ont permis, par exemple, de financer et les grands parcs parisiens et le parc de Saint-Ouen, et un ensemble d'équipements d'intérêt régional, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de solidarité planifiée de projets qui étaient jugés d'intérêt régional. On vient de passer 15 ans d'une politique ultralibérale, c'est ça qu'il faut comprendre, si vous voulez. C'est que c'est les fonds de pension qui ont dicté l'aménagement du territoire avec une théorie qui a dit les périmètres, c'est pas le problème, c'est le projet qui fabrique la métropole. C'est ça ce qui s'est passé. Le choc de la crise sanitaire, le choc de la crise environnementale va remettre de toute façon d'actualité la nécessité d'une certaine planification pour l'intérêt général. Enfin, moi, c'est ma conviction. Et si vous voulez, c'est à ce sujet-là qu'il faut réfléchir pour demain. Parce qu'on arrive à un certain nombre de projets que les jeunes appellent des projets stupides et aberrants, parce que la logique elle-même de cette pensée ultralibérale, il faut bien le dire, si vous voulez, moi, enfin, la gauche dans sa majorité ne l'a pas vu venir. Moi, j'étais directeur adjoint de l'urbanisme à Paris. Vous alliez au MIPIM, ils arrivaient, et sur le stand du MIPIM, ils vous disaient « j'ai 500 millions à investir, je les mets où ?» C'est comme ça que s'est fait la métropole ces 15 dernières années. C'est avec ça qu'il faut rompre. Merci beaucoup à tous les deux.